Bonjour et bienvenue à tous et à tous dans ce nouveau webinaire organisé par Qualitéval. Aujourd'hui, le sujet sera le plan bleu, donc comment mettre à jour son plan bleu avant le plan national canicule. Donc, je serai aujourd'hui accompagné de Charlotte Bouget, donc, qui est formatrice et consultante en management de la qualité pour Qualitéval Entreprise et qui vous forme également sur le logiciel Qualitéval. Et je suis Antoine Maître, donc responsable du développement du logiciel Qualitéval chez Qualitéval Entreprise. Donc, en attendant les derniers arrivants, on va faire une rapide présentation. Donc, Qualitéval Entreprise, vous la connaissez notamment au travers du logiciel Qualitéval. On vous rappelle que vous pouvez également nous solliciter en tant que centre de formation certifié Calliope. Nous proposons des formations et des accompagnements métiers en complément, évidemment, des formations au logiciel. Donc, quelques bonnes pratiques pour ce webinaire. Donc, si jamais vous avez un problème de son ou d'image, n'hésitez pas à le signaler dans le chat et à me confirmer par ailleurs que le son et l'image est OK de votre côté. Vous pouvez également limiter voilà, les pages Internet si vous avez un réseau avec un faible débit, ou utiliser un navigateur type Google Chrome ou Brave qui sont peut-être plus performants. Concernant l'interaction lors de ce webinaire, donc vous avez plusieurs possibilités pour interagir avec nous. D'une part, le chat que vous retrouvez en bas à droite de votre écran. Je vois que les premières personnes sont en train d'arriver, de se présenter. Bonjour à tous. Vous pouvez donc échanger avec nous, nous indiquer donc si jamais il y a un problème technique ou si vous avez un problème de son ou d'image de votre côté. Et tout au long du webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Donc, vous avez un onglet spécifique questions. Utilisez-le parce que ça permettra d'afficher les questions lorsqu'on va y répondre à la fin de la présentation. Donc, on accordera une quinzaine de minutes pour cet échange de questions-réponses avec vous. Donc, n'hésitez pas, vous les posez tout au long et on y répond à la fin. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous au travers d'un sondage. Donc, on publiera des sondages lors de ce webinaire et on pourra les expliquer, les commenter lors du webinaire. Donc, vous avez un onglet sondage dédié pour cela. Donc, on va commencer justement par le premier sondage aujourd'hui qui va être de savoir si vous avez élaboré ou pas un plan bleu dans votre structure. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous avez un plan bleu à jour et c'est très bien, soit vous avez un plan bleu mais il n'est pas à jour. Soit vous n'avez pas de plan bleu dans votre structure. Donc, on vous laisse quelques minutes pour y répondre et je vais laisser la parole à Charlotte pour commencer sa présentation. On reviendra sur ce sondage dans quelques minutes. Merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour cette thématique qui revient chaque année. Et pourtant, effectivement, on a voulu vraiment faire un focus là-dessus avec Qualitéval et avec Antoine parce qu'on sait que le plan bleu est justement un document socle important, mais pas toujours facile à rédiger. Donc là, avec l'heure que nous allons passer ensemble, on va essayer de vous décrypter tout ça. Donc le sondage va nous aider un petit peu, on va pouvoir rebondir dessus, comme vous disait Antoine, dans les prochaines slides pour que les retardataires puissent un petit peu inscrire tout ça et vous permettre aussi de poser toutes les questions par rapport à ce document qui, comme je vous disais, n'est pas toujours évident. Donc pour commencer, on va repartir finalement de la base. On va repartir au départ même sur un plan de gestion de crise. Et du coup, on va revoir un petit peu la définition finalement de qu'est-ce qu'une crise. Donc, une crise, c'est un événement soudain, imprévu ou accidentel qui va prendre une dimension donc exceptionnelle si ses effets vont dépasser les capacités normales de réaction finalement d'une structure. Ça, c'est la définition de la crise. Ensuite, on a du coup un plan de gestion de crise.
Donc, un plan de gestion de crise, c'est un processus de gestion qui va impliquer la planification, la réponse et la récupération après une situation de crise. Ces trois termes sont très importants parce qu'effectivement, quand on est en crise, on pense souvent à la réponse, mais justement, ce plan de gestion de crise, c'est vraiment ces trois étapes de la planification jusqu'à la récupération. Avec comme objectif, du coup, de permettre de se préparer et de réagir rapidement, finalement, en cas de situation imprévue, pour garantir cette continuité de la qualité de la prise en charge, par des mobilisations finalement au plus juste de vos ressources, de vos moyens, de manière adaptée aux besoins des populations que vous accompagnez et par rapport aussi à l'ampleur de la situation. Pourquoi on parle de tout ça aussi? Parce que y a un lien effectivement avec ce plan bleu et le référentiel HAS. On parle souvent du nouveau référentiel, il commence à ne plus être trop nouveau parce qu'on commence à avoir les premiers résultats qui sont sortis et on se rend compte donc qu'au niveau de l'année 2023, il y a eu donc 3000 structures qui sont passées en évaluation et vous voyez sur la droite effectivement des cotations de 56% et 62%. Donc, on se rend compte effectivement que c'est un sujet sur lequel encore les structures ne sont pas totalement en conformité. Donc, l'objectif du référentiel, c'est l'objectif 3.14. Le SSMS est doté d'un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité. Toutes les structures sont concernées par ces 4 critères. 2 critères impératifs, 2 critères standards. Les 2 critères impératifs, ce sont des critères impératifs qui vont être questionnés auprès de l'équipe de gouvernance. Et les 2 critères standards, ce sont des critères qui vont être questionnés avec les équipes terrain. Pour les établissements qui doivent avoir un plan bleu, donc on va voir sur la diapo juste après, finalement, ces quatre critères vont être en lien avec le plan bleu. Et donc, c'est pour ça, effectivement, donc 2 critères impératifs par rapport aux 18 qui existent au sein de ce référentiel, c'est quand même important. Et du coup, on voit bien que les 2 critères impératifs, c'est la définition du plan bleu et sa communication. Donc, c'est les sujets dont on va parler tout de suite. Alors, il s'est passé une dizaine de minutes depuis le début de ce webinaire. On va peut-être pouvoir voir un petit peu les résultats du sondage. Donc effectivement, alors le sondage, alors on a des personnes qui sont a priori quand même pas mal impliquées et à jour dans leur plan bleu, puisqu'on a 53% qui sont à jour, 25% qui ont un plan bleu mais qui doivent le mettre à jour prochainement, et un petit peu moins d'un quart, donc 22%, qui n'ont pas aujourd'hui de plan bleu dans leur structure, donc ils vont être intéressés par le déroulé à suivre pour savoir comment s'y préparer dans les prochains jours. Voilà, je te laisse la parole. Ok, félicitations pour ceux qui ont effectivement les plans bleus à jour. La suite effectivement de ce webinaire, ne partez pas parce que du coup on va pouvoir voir ensemble si justement votre plan bleu est bien en conformité par rapport aux attendus. Et pour les autres qui n'en auraient pas du tout ou qui ne seraient pas à jour, ça va vous permettre également de voir sur quel sujet vous allez devoir encore travailler sur les prochaines semaines. Donc, à qui s'adresse ce plan bleu? C'est aussi ça qui est important au départ, de savoir est-ce qu'on doit avoir un plan bleu ou pas. Le plan bleu, c'est un document qui est obligatoire depuis la canicule de 2003, avec du coup une obligation depuis 2005. Et on a un arrêté cette année, donc du 12 février, qui nous a fixé la liste donc, des établissements et des services médico-sociaux qui devaient avoir un plan bleu. Donc là-dessus, les établissements donc, qui sont concernés par ce plan bleu, ce sont
les EHPAD pour commencer, les ESSSMS qui assurent à la fois donc un hébergement collectif et la dispensation de soins relevant donc de la compétence des financements des branches maladie et autonomie de la sécurité sociale. Dans les différents champs suivants donc, que vous voyez, les ESSMS pour enfants et adolescents en situation de handicap, les ESSMS pour les personnes en situation de handicap adultes, pour les établissements et les services de réorientation professionnelle, les ESSMS expérimentaux et les lits halte soins santé, donc les LHSS et les lits d'accueil médicalisés, les LAM. Donc, pour certains d'entre vous, donc le plan bleu, vous le connaissez effectivement depuis 2005, certains 2007, parce que du coup, au niveau de l'historique, il y a eu plusieurs décrets qui sont sortis. Pour certains, effectivement, notamment les LHSS, les LAM, c'est une petite nouveauté quand même, cet arrêté du 12 février 2024, où on voit effectivement aussi dans cet arrêté l'obligation d'intégrer donc le plan bleu au projet d'établissement à compter du 1er janvier de l'année prochaine. Le projet d'établissement, c'est un document qui est déjà très lourd, normalement, dans vos structures. Le plan bleu aussi. Donc là-dessus, effectivement, c'est faire référence, à mon sens, à minima dans le projet d'établissement, de le mettre en annexe, mais pas forcément de le mettre dans le corps de votre projet d'établissement, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un gros volume de 500 pages. Mais en tout cas, votre plan bleu doit vraiment être intégré. On doit en parler effectivement dans votre projet d'établissement pour comprendre qu'est-ce que vous faites en cas de situation de crise. Alors, juste avant que tu passes à la suite, parce qu'il y a quand même pas mal de questions spécifiques sur est-ce que mon établissement est concerné? Donc, on va revenir peut-être y répondre directement. Je sens une impatience du côté des spectateurs. Donc, dans les différents types de structures, les questions qui sont posées concernent la résidence autonomie. Est-ce que c'est concerné ou pas? A priori, voilà, donc je vais afficher la question. Pouvez-vous confirmer que pour les résidences autonomie, le plan bleu est conseillé mais pas obligatoire? Eh bien, effectivement, on reprend cet arrêté parce que c'est maintenant ce dernier arrêté qui fait foi, et on voit bien effectivement que du coup, là-dessus, vous n'êtes pas concerné. Donc, effectivement, pas d'obligation de faire votre plan bleu en tant que résidence autonomie, parce que du coup, vous ne faites pas partie de la première ligne des EHPAD et vous ne faites pas partie des lignes suivantes, même si vous avez un hébergement collectif, du coup, après, vous voyez que vous n'êtes pas dans ces situations-là. Donc oui, c'est conseillé, mais pas obligatoire. Alors, très bien, merci pour cette réponse. On va poursuivre avec les IME. Donc, la question identique pour les IME sans hébergement. Est-ce qu'ils sont concernés ou pas? Alors, les IME avec hébergement sont concernés. Les IME sans hébergement, effectivement, sont non concernés. Parce que tout à fait, c'est vraiment ce qu'il y a écrit, l'hébergement collectif. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas d'hébergement dans un IME sans hébergement. Donc, pareil, pas d'obligation de faire un plan bleu. Par contre, pour ces structures-là, vous avez quand même les 4 critères impératifs qu'on a vus, et les 2 critères impératifs et les 2 critères standards liés au plan de gestion de crise. Donc, il y a quand même un plan de gestion de crise à faire, mais pas dans la structuration assez rigide qu'on va voir après du plan bleu. D'accord. Alors, il y a la même question de nouveau pour les ESAT d'un côté et pour les DAC de l'autre. Alors, effectivement, pareil. Alors, les DAC, je n'ai pas la référence, la signification là de tête, je vous avoue. Donc, alors, si vous pouvez préciser votre question et nous expliciter DAC à quoi ça correspond, et puis on va répondre pour les ESAT. Par rapport aux ESAT, effectivement, vous n'êtes pas sur un hébergement collectif et vous ne dispensez pas des soins non plus. Donc, vous n'êtes pas concerné, effectivement,
par ce plan bleu, on avait toujours effectivement un petit peu un doute par rapport aux anciens décrets, celui de 2007, qui parlait effectivement du plan bleu pour les structures accompagnant des personnes handicapées. Là, on voit bien que cet arrêté, effectivement, a un peu plus cadré les choses et certains, effectivement, sont maintenant un peu exclus de ce plan bleu. Par contre, si vous en avez un, vous pouvez toujours continuer à le formaliser. Si vous n'en avez pas, comme je le disais pour les autres, pas ce formalisme du plan bleu, mais par contre, un plan de gestion de crise. D'accord. DAC, donc on va revenir dessus, ce sont les dispositifs d'appui à la coordination. Alors, je vous avoue que comme ça, je n'ai pas la réponse, mais je vais... Voilà. On revient vers vous par email avec une réponse. Voilà, c'est ça. Je me renseigne dès la fin du webinaire et on vous donne une réponse là-dessus. D'accord. Et on va terminer ce tour avec les SAVS. On avait aussi une question, pareil, est-ce que les SAVS sont concernés? Ce n'est pas un hébergement collectif. Donc non, vous n'êtes pas concerné effectivement par le plan bleu. Par contre, par un plan de gestion de crise. Voilà. Et juste avant de te laisser poursuivre ta présentation, je suis désolé pour cette interruption un petit peu longue. Une question assez... par rapport à ça. Oui, bah on s'y attendait un petit peu. Une question un peu plus générique, donc où on nous dit que entre ce que la HAS demande, et notamment l'élaboration d'un plan bleu pour tous les ESSMS, et cet arrêté, parfois, en tant que responsable de structure, on a du mal à s'y retrouver. Est-ce que tu peux commenter peut-être cette information? Oui, alors effectivement, là-dessus, alors il y a une distinction qui peut paraître un petit peu fine, mais il y a une distinction. Dans ce référentiel HAS, on ne vous parle pas de plan bleu, on vous parle de plan de gestion de crise. Pour les établissements que vous voyez sur cette diapo-là, finalement, un plan de gestion de crise, c'est le plan bleu. Pour les structures qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas dans cette liste-là, finalement, ça va être un plan de gestion de crise. On va voir dans les diapos suivantes un petit peu au niveau du plan bleu, qu'est-ce que ça change par rapport à un plan de gestion de crise. C'est que dans le plan bleu, vous allez, du coup, par rapport à ces établissements-là, faire partie du dispositif ORSAN. On va échanger là-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous allez pouvoir être des structures finalement de repli en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Donc là-dessus, il y a tout un travail dans le plan bleu finalement de coordination entre les structures sanitaires, médico-sociales et sociales, où vous n'allez pas effectivement avoir besoin de tout ça si vous ne faites pas partie de cette liste-là. C'est-à-dire que vous allez effectivement, si vous n'avez pas un plan bleu, devoir rédiger un plan de gestion de crise sans, on va dire, toute cette partie dispositif ORSAN. Donc, on va, je pense, après pouvoir voir un petit peu ces différents dispositifs qui vont peut-être vous éclairer et on reverra à la fin du webinaire si pour vous c'est plus clair. Sinon, n'hésitez pas à nous relaisser une petite question. Parfait, merci pour ces précisions, Charlotte. On va pouvoir poursuivre. Alors, pourquoi on vous demande effectivement de rédiger un plan bleu? Pour faire face donc aux risques et aux menaces susceptibles d'impacter votre structure en vue donc de s'inscrire dans une démarche qualité opérationnelle. L'opérationnalité va se faire en 2 étapes, en réalisant donc un bilan exhaustif des capacités de fonctionnement usuelles. Voilà, comment effectivement vous travaillez quand tout se passe bien, et en évaluant aussi votre réactivité face à des situations exceptionnelles. On va un petit peu derrière quels sont les moyens, les outils, les méthodes que vous allez utiliser pour réagir face à une situation de crise. Avec du coup 3 objectifs. Anticiper donc les conséquences d'un risque qui aurait été identifié. Améliorer sa réactivité en cas d'alerte. Et réfléchir aux dispositions à mettre en place pour adapter finalement au mieux votre organisation
et préserver finalement autant que possible et de façon la plus optimale possible le bien-être et la santé des personnes accompagnées. L'objectif, effectivement, c'est que ces personnes-là ressentent le moins possible la crise, avec, effectivement, en fonction de la crise, derrière, des adaptations qui vont être à prévoir. Ce dispositif Orsan, justement, donc on a commencé un petit peu à évoquer ce terme-là. Le dispositif Orsan, c'est un outil finalement central au niveau même jusqu'à national de planification et d'organisation de la réponse du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles. L'objectif, c'est vraiment finalement de planifier une montée en puissance progressive et coordonnée du système de santé au cours de ces événements sanitaires exceptionnels. Donc là-dessus, on sent vraiment effectivement une montée progressive et coordonnée. Fonction effectivement de la crise dans laquelle vous allez pouvoir être, il y a cette coordination qui va se mettre en place. Avec 3 objectifs. Dans un premier temps, réorganiser votre offre de soins. Dans un deuxième temps, renforcer les moyens que vous auriez au niveau local. Et si les moyens locaux ne suffisent pas, des moyens nationaux peuvent être mis en place. C'est ces 3 étapes que l'on a vues effectivement avec le Covid, qu'on a tous vécu, du coup, avec des moyens nationaux, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu vivre, pu voir aux informations, avec, surtout dans le secteur sanitaire, mais des patients qui pouvaient être transférés d'un hôpital à un autre, parce que derrière, effectivement, les moyens locaux n'étaient plus adaptés par rapport à l'épidémie qu'il y avait en cours. Ce dispositif Orsan, il comprend 5 volets qui servent finalement donc à organiser les soins dans chacune de ces 5 situations susceptibles de vous impacter. Et du coup, sur chacun de ces 5 volets, ça correspond à des modalités d'organisation potentiellement différentes à chaque fois. Donc, on a le dispositif Orsan EpiVac, qui va être la gestion d'une épidémie ou d'une pandémie sur le territoire national. Donc, le Covid, on était effectivement en plein dans ce volet-là. On a le CLIM, donc le climatique, ça serait la prise en charge de nombreux patients suite à un phénomène climatique, ce qu'on a vécu donc en 2003 avec la canicule, mais tout événement climatique, que ce soit effectivement le grand froid, que ce soit des inondations, etc. On a le Orsan Amivi, qui serait l'accueil massif de victimes non contaminées. On a l'Orsan Bio pour les risques biologiques connus ou émergents. Et enfin, la prise en charge d'un risque NRC, donc nucléaire, radioactif et ou chimique. Ça, ce sont donc du coup les 5 volets que comporte le dispositif Orsan, et on le verra après un petit peu dans le contenu du plan bleu. Ça nous permet déjà d'identifier les 5 grands axes sur lesquels on peut être confronté et quelles sont nos réactions, nos réactivités par rapport à ces 5 volets en interne et en externe, avec effectivement la coordination de différentes autres structures qui pourraient vous accompagner dans la gestion de ces événements sanitaires exceptionnels. Alors, élaborer son plan bleu, comment on peut faire maintenant qu'on a vu effectivement un peu les grands volets du dispositif Orsan, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, par rapport au plan bleu, le plan bleu, c'est un outil finalement qui va être en interaction complémentaire avec d'autres documents existants. Les autres documents existants, on va les voir ensemble. En fonction de votre structure, vous allez être ou pas concerné par ce document complémentaire. Donc, vous avez le DARD, pour commencer, le document d'analyse des risques liés à la défaillance en énergie. Les établissements qui sont concernés pour la mise en place de ce DARD, ce sont les établissements médico-sociaux
qui vont assurer un hébergement collectif et qui vont dispenser des soins pris en charge tout ou partie par l'assurance maladie. Donc, on est sur la même définition qu'on a vue auparavant pour le plan bleu. Donc, globalement, tous ceux qui ont un plan bleu doivent également avoir un DARD. Ensuite, on a le DAMRI. Donc, qu'on connaît depuis plusieurs années, parce que la première version elle date de 2008, avec une obligation pour les EHPAD, en tout cas à minima depuis 2012. On a maintenant une nouvelle lettre avec le M qui s'est intégré, qui est donc une démarche d'analyse et de maîtrise du risque infectieux. Les établissements qui sont concernés, ce sont les EHPAD, les FAM, les MAS, les IME et les EEAP. Pour toutes ces structures-là, vous allez devoir réaliser un DAMRI. Et du coup, ce DAMRI, il est disponible sur le site du CHU de Besançon. C'est eux qui, finalement, ont élaboré toute la trame. Et pour les clients de Qualitéval, dans le module risque, vous avez tout un encart par rapport à cette partie-là et le lien direct pour accéder au DAMRI. Vous avez également en document complémentaire le DAREX, donc le document d'analyse du risque de brûlure par eau chaude sanitaire. Globalement, ce document, c'est un document pour les établissements médico-sociaux, EHPAD et personnes en situation de handicap. Ça va comprendre finalement quelles sont vos procédures en lien avec la légionellose et en lien avec les risques de brûlure. C'est un document du coup que vous devez réaliser depuis 2019. Vous avez une note d'information donc du 15 février 2019 qui vous explique tout ça avec en annexe finalement tous les questionnements que vous pourriez avoir pour rédiger vos procédures en lien avec ces deux thématiques, donc la légionellose et les risques de brûlure par eau chaude sanitaire. Un autre document aussi complémentaire, le PSE, le plan de sécurisation des établissements. Ce document, on le retrouve dans le sanitaire dans une forme assez complète, assez lourde. Dans le secteur médico-social, c'est un document qui est obligatoire pour tous les établissements médico-sociaux, avec du coup comme objectif d'élaborer une fiche de sécurité et de sensibiliser, former le personnel, les usagers de l'établissement à finalement cette sécurisation de l'établissement. C'est toute la partie, on va dire, également donc, le Vigipirate, avec tout l'affichage réglementaire, qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque, etc. Cette fiche sécurité, vous avez un modèle qui est disponible finalement sur l'auto-évaluation de sûreté qui existe avec du coup en annexe une trame pour vous aider dans sa rédaction. Et enfin, dernier document pour tout le monde, le PCA, le PRA, donc le plan de continuité d'activité, dont du coup aussi le plan de retour de l'activité. Tout le monde est concerné par ce document-là, même ceux qui ne sont pas concernés par le plan bleu, donc ceux qui sont concernés par le plan de gestion de crise. Vous allez aussi devoir rédiger un plan, donc un PCA et un PRA pour savoir qu'est-ce que l'on fait, quelles sont les situations, les activités, les accompagnements que vous proposez qui sont indispensables, quels sont ceux qu'on va pouvoir alléger et quels sont ceux qu'on va totalement arrêter. Et le PRA, le plan finalement de reprise de l'activité, ça va être, une fois que la crise est passée, comment on revient à un retour normal de notre activité. Alors, le contenu du plan bleu. On a finalement 7 points qui ont été réinscrits finalement dans le décret du 3 janvier 2024 avec donc la définition des modalités d'organisation de la cellule de crise et d'émission de la cellule de crise, des procédures de gestion des événements
qui peuvent préciser finalement le cas échéant les partenariats conclus avec les établissements de santé partenaires. Les modalités, du coup, on en parlait juste avant, de continuité de l'activité. Les modalités de déclenchement du plan bleu et de sa levée. Le recensement des moyens de réponse, dont dedans vous allez avoir les équipements et le matériel disponibles au sein de vos structures. Les modalités d'organisation et de déploiement des moyens de réponse, en sachant que du coup, chacun devant concorder donc avec les différents plans de réponse du dispositif Orsad, qu'on a vu juste avant. Et enfin, le plan de formation du personnel de l'établissement face à ces situations sanitaires exceptionnelles. Alors, rentrons un peu plus dans le détail. Et une question, alors soit vous ne l'avez pas encore posée, soit elle allait bientôt arriver, c'est sur est-ce qu'il y a une trame du plan bleu? Parce qu'on voit effectivement, on commence à comprendre au niveau du contenu que c'est un document qui est assez complet. Donc, est-ce qu'une trame existe? Vous n'allez pas forcément avoir de trame, en tout cas spécifique réellement pour le plan bleu, sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser de manière finalement assez simplifiée. Vous allez avoir différentes trames que vous allez trouver sur Internet. Attention, parce que du coup, vous voyez qu'on a un décret de janvier 2024 qui redonne un petit peu que doit contenir un plan bleu. Donc, par rapport à ces trames, c'est des trames que vous pouvez tout à fait utiliser. Qualité-Val est dans le sud de la France. Vous avez notamment une trame de l'ARS PACA qui est très bien faite, mais qui date d'il y a quelques années. Donc là-dessus, vous pouvez tout à fait l'utiliser, mais s'assurer effectivement que vous allez bien inscrire toutes les données réglementaires par rapport à ce plan bleu. En tout cas, le document, on va dire, primordial dans l'élaboration du plan bleu, c'est un document qui a été fait en 2022, le guide d'aide à l'élaboration du plan bleu en EHPAD. Alors oui, il est spécifique en EHPAD, vous allez me dire, mais finalement, il est tout à fait adaptable à toutes les autres structures pour effectivement comprendre toute la méthodologie et tout ce qu'on attend de vous dans un plan bleu. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous baser sur ce document-là et dans les différents échanges que l'on va voir après, on se réfère toujours maintenant à ce guide. Donc, pour élaborer ce plan bleu, par rapport à ce guide, on vous donne effectivement 5 étapes que l'on va détailler juste après. La constitution de l'équipe projet en charge du plan bleu, l'analyse et la priorisation des risques et des menaces, l'évaluation des capacités de réponse, l'organisation de la réponse et enfin l'élaboration d'un plan de formation et d'exercice finalement d'un retour d'expérience. Donc, première étape, on a dit la constitution de l'équipe projet. Donc, le directeur de l'établissement va s'appuyer finalement sur une équipe projet qui va être idéalement composée donc du directeur, du médecin coordonnateur, de l'infirmier coordonnateur et finalement de toute autre personne ressource. Par exemple, le responsable logistique, le responsable de la restauration. C'est finalement à vous d'identifier quelle est l'équipe projet qui va travailler justement dans l'élaboration de son plan bleu. Cette équipe projet, son rôle, ça va être de l'élaborer, le plan bleu, mais aussi de le réactualiser. Et de le réactualiser à minima une fois par an. Et ensuite, de le diffuser en interne, du coup, à tous les professionnels qui interviennent, au CVS pour les établissements qui doivent avoir un CVS, mais aussi une diffusion en externe, c'est-à-dire à l'ARS, et notamment aussi à tous les partenaires que vous pourriez avoir, notamment l'établissement sanitaire avec qui vous auriez conventionné. Donc tout ça, effectivement, ça va être le rôle de cette équipe projet. Une fois que cette équipe projet est constituée, elle va devoir finalement identifier, analyser et hiérarchiser les risques et les menaces
que vous pourriez identifier par rapport à vos risques à vous, par rapport à votre structure à vous. Là-dessus, vous ne pourrez pas prendre le plan bleu du voisin, de votre collègue et de le réappliquer de manière immédiate chez vous. Parce que derrière, on n'a pas les mêmes risques en fonction de la population qu'on accueille, des professionnels qui sont présents, du lieu finalement, de la situation en fait, de la structure. Donc pour ça, vous allez devoir vous appuyer déjà sur différents documents que vous auriez en interne. Si vous avez des rapports d'inspection, de contrôle, de conformité de l'établissement, ça va être des outils qui vont vous aider pour identifier quels sont les risques que vous pourriez avoir. Mais vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur plein de documents finalement externes. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, vous les aurez dans le diapo. Vous pouvez retrouver tous ces sigles-là aussi dans ce fameux guide d'élaboration du plan bleu. Ce sont en fait des documents qui vont être nationaux, départementaux, voire communaux, qui vont vous aider à recenser les risques sur lesquels vous pourriez être impacté, notamment les risques naturels et technologiques. Est-ce que mon établissement se situe sur une zone sismique? Est-ce que mon établissement se situe dans un périmètre d'une zone Céveso? C'est toutes ces choses-là que vous allez pouvoir retrouver grâce à ces documents externes. Et là, vous avez effectivement des exemples qui ne sont absolument pas exhaustifs, mais qui peuvent vous donner effectivement des idées. Voilà, les séismes, les avalanches, les inondations, les crues, les feux de forêt, les incendies, les glissements de terrain, des ruptures de barrages, risques industriels, nucléaires, attentats, panne informatique, pandémie, etc., etc. Vous avez tout un tas de risques. Votre objectif dans cette diapo-là et dans cette étape-là, c'est vraiment identifier les risques pour lesquels vous pourriez être concerné. Parce que derrière, si vous partez sur tous les risques, vous allez vous retrouver avec un document de 300 pages et avec des risques finalement pour lesquels vous n'êtes pas concerné. Donc, aucun intérêt. Donc, déjà, on se focalise sur les risques. Il y en a déjà assez, normalement, par rapport à chacun où on est situé. Donc, c'est largement, effectivement, suffisant. Une fois qu'on a fait, finalement, cette identification des risques, on va les prioriser. Cette hiérarchisation, finalement, là, le petit diagramme que vous voyez, c'est le diagramme de Farmer, que vous connaissez notamment pour le DURP, pour les événements indésirables, etc. Ça va être se dire quelle est effectivement la probabilité de cet événement et quelle va être sa gravité. Ce qui est important là-dessus aussi, c'est de pouvoir identifier la survenue de plusieurs risques en même temps. Notamment, c'est ce qu'on a pu, pour certains, hélas, vivre en période de Covid. On a pu effectivement avoir le Covid et en plus un autre risque qui s'est rajouté. Donc là-dessus, c'est aussi penser à prendre ça en compte. Comment on fait si en plus on avait deux situations de crise concomitantes. Pardon. Une fois donc qu'on a identifié, qu'on a priorisé, on va évaluer nos capacités de réponse. Pour ça, ça va consister donc à recenser déjà la capacité d'accueil, le nombre de places que vous auriez en hébergement permanent, temporaire, accueil de jour, accueil de nuit, la capacité des locaux. Tout ça, effectivement, vous allez devoir l'évaluer. Pareil, au niveau de la typologie de la population accueillie. Alors voilà, effectivement, quand on est en EHPAD, en plus, vous avez de manière assez simple les GIR des personnes. Ça va être aussi de pouvoir identifier à ce niveau-là cette typologie pour après savoir un petit peu par rapport aux risques que vous allez identifier, comment vous allez vous mettre en œuvre les pratiques. Le personnel de l'établissement, là-dessus, vous allez intégrer effectivement les effectifs, donc le nombre de TP, les différentes catégories socio-professionnelles, qu'on soit salarié ou prestataire qui interviennent aussi au sein de la structure. Et ce recensement, mais aussi, il faut le réaliser et le mettre à jour régulièrement, notamment quand on a un turnover important de professionnels. Ensuite, vous allez identifier les moyens matériels disponibles.
Donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle le fameux stock plan bleu. D'avoir voilà, un inventaire exhaustif des équipements et du matériel disponible au sein de votre structure. Notamment voilà, les systèmes de climatisation, si vous en avez, les pièces rafraîchies, le stock de médicaments, de produits de santé, les véhicules à votre disposition. Finalement, voilà, quels sont le matériel vraiment que vous avez disponible. Ensuite, les conventions avec les partenaires de santé. Là-dessus, voilà, vous allez aussi devoir inscrire si vous avez conventionné avec un établissement de santé proche pour qui, effectivement, vous pourrez avoir des situations de repli en cas de situation de crise que vous ne pourriez pas gérer en interne. Et enfin, l'autonomie énergétique et alimentaire. Est-ce que vous avez ou pas un groupe électrogène, le nombre d'heures d'autonomie, le nombre aussi de jours d'autonomie, de stock de nourriture, de stock d'eau, etc. Ces informations, ce sont effectivement les informations que vous avez souvent l'habitude, pour ceux qui réalisent des plans bleus depuis plusieurs années, dans la fiche présentation de l'établissement, qui sont les premières pages effectivement du plan bleu, et que vous envoyez donc à votre ARS chaque année. Habituellement au mois de juin. Pourquoi en juin? Parce que c'est du 1er juin au 15 septembre, la veille numéro 1 de ce plan vigilance canicule. Donc c'est à ce moment-là effectivement que les ARS peuvent vous envoyer des mails pour vous demander que vous leur renvoyiez cette fiche présentation de l'établissement. Cette fiche présentation de l'établissement, quand même, vous avez une trame qui existe. Elle est présente justement dans ce fameux guide d'aide à l'élaboration du plan bleu. Là, vous voyez une petite capture d'écran. C'est très petit, mais vous irez effectivement dans l'annexe 1 de ce guide-là, qui reprend toutes les informations que l'on a dit auparavant. Une fois qu'on a vu cette partie-là, c'est finalement après organiser la réponse à cette crise. Donc pour ça, on va commencer par définir en amont les procédures de déclenchement et de levée de l'alerte. Donc effectivement, savoir les critères de signalement des menaces graves et les procédures de gestion de l'information qui doivent être connues par tous les professionnels. Parce qu'effectivement, une crise peut se passer en pleine journée quand vous avez aussi l'équipe de direction, mais la nuit, le week-end, lors de congés, d'absence, etc. Donc, quels sont effectivement ces critères de signalement d'un déclenchement de plan bleu? En sachant que cette alerte aussi, elle peut être réalisée en interne par l'établissement, parce qu'effectivement, on est sur une crise en interne, mais aussi par les autorités si on est en cas d'événement extérieur. Une fois que vous allez identifier ces procédures de déclenchement et de levée, vous allez aussi identifier votre cellule de crise. Votre cellule de crise peut être votre finalement équipe projet qu'on a vu auparavant, mais peut être différente. Ça sera à vous effectivement d'identifier. La cellule de crise, c'est un organe unique de décision et de coordination au sein de l'établissement. C'est la cellule qui va gérer effectivement la crise. Avec plusieurs missions, mais on va dire les principales, d'analyser la situation et d'évaluer les risques qui vont être en rouge, de mettre en place finalement dès l'alerte un plan d'action pour répondre à la situation de manière très opérationnelle, et une fois que la crise est terminée, organiser aussi cette fin de gestion de crise. Par rapport à cette cellule de crise, il est fortement aussi recommandé d'élaborer finalement des fiches missions pour chacune des personnes qui sont présentes à la cellule de crise, et d'élaborer ces fiches missions à froid, avant effectivement une situation de crise. Parce que quand on est en situation de crise, on a besoin d'être réactif et d'avoir finalement le moins besoin de réfléchir possible. Donc on identifie déjà les missions avant, lors déjà de l'élaboration de ce plan bleu. Et enfin, troisième étape, la mise en place d'outils de réponse pour apporter une réponse rapide et adaptée face à l'événement.
Au niveau de ces outils, justement, on va les voir maintenant. Donc, les outils qu'on a dit pour le déclenchement et la levée de la crise. Là-dessus, effectivement, vous allez devoir élaborer des fiches réflexes, des procédures, comment on déclenche un plan bleu et comment on lève le plan bleu. Vous allez aussi devoir élaborer des fiches réflexes procédures pour des situations génériques. Qu'est-ce qu'une situation générique? Ça serait effectivement un outil qui va vous permettre la gestion d'une situation, quelle que soit la nature de la crise. Un exemple, comment vous rappelez le personnel. Donc, une procédure de rappel du personnel, quelle que soit la crise, finalement, comment on va rappeler le personnel, ça va se faire de la même manière. Par contre, vous allez aussi avoir des outils spécifiques en fonction de la nature de la crise. Vous n'allez effectivement pas traiter de la même manière si on est sur un risque chimique que sur une épidémie, que sur une canicule. Et par rapport à ça, vous allez devoir donc mener une réflexion approfondie sur ces différents aspects, donc les spécificités de l'événement, les conséquences potentielles sur la structure et la prise en charge des résidents, les mesures préventives à mettre en œuvre. Donc déjà, dès l'élaboration de ce plan bleu, on voit quelles sont les mesures préventives que l'on va mettre en œuvre en cas de situation de crise, l'état des moyens et des ressources nécessaires, les actions réflexes à mettre en place en cas de crise. Du coup, ça va être la protection, la sécurisation, l'évacuation, etc. Les actions particulières à prévoir, protection, communication, veille sanitaire. La communication et les circuits d'information, comment on communique en interne et comment on communique en externe sur cette situation de crise. Et finalement, cette contribution de votre structure dans la réponse globale du système de santé. Donc, on refait un lien avec ce fameux dispositif ORSAN pour savoir si vous pouvez, par exemple, augmenter la capacité d'accueil sur l'espace de quelques jours, quelques semaines. Est-ce que vous allez pouvoir limiter des transferts de patients vers le milieu hospitalier? Parce que du coup, il y a une tension hospitalière. Une facilitation effectivement de retour du secteur hospitalier sur vos structures, un retour à domicile, etc., etc. Là, effectivement, on est sur cette vision globale, coordonnée du système de santé et pas que vous en tant qu'établissement unique. Pour ça, vous allez avoir toujours dans ce fameux guide d'aide au plan bleu des exemples d'outils qui vont effectivement vous aider pour élaborer ces différentes fiches réflexes. Donc en annexe, effectivement, je vous conseille fortement de lire ce document, mais aussi de consulter les annexes qui vont grandement vous aider pour élaborer tous ces documents. Dernière étape, le plan de formation, d'exercice et de retour d'expérience. Donc là-dessus, on vous demande effectivement de programmer des sessions régulières d'information à tous les nouveaux arrivants, pour que tout le monde connaisse effectivement le plan bleu, mais aussi renouveler régulièrement et du coup, à minima, une fois par an. Vous allez aussi devoir réaliser des exercices. Au niveau de ces exercices, différents types d'exercices, soit des exercices qu'on va appeler cadres, c'est-à-dire ça va être des exercices sur table. On ne le met pas réellement en œuvre, mais autour de la table, la cellule de crise identifiée par rapport à ce risque qui aurait pu arriver, quelles sont les réactions et quelles sont un petit peu l'organisation que vous pourriez mettre en place. Des exercices terrain, donc là effectivement vous allez réellement mettre en pratique pour vraiment tester un ou plusieurs circuits par rapport au fonctionnement. Donc ces exercices peuvent être globaux ou partiels. Soit effectivement on part du déclenchement, on fait toutes les étapes jusqu'à la levée de la crise, soit on ne se focalise uniquement que sur une partie là. On veut savoir la réactivité d'une cellule de crise. Effectivement, là, on est sur un exercice partiel. Et au niveau de ces exercices, ils peuvent être réalisés de façon inopinée, soit annoncés. Là-dessus, c'est aussi à vous
d'identifier un petit peu au niveau de ces exercices quelles sont les modalités de mise en œuvre. Et ça, c'est la cellule de crise qui va pouvoir l'identifier. Avec comme objectif de tester, du coup, à minima, une fois par an, ce dispositif d'alerte et de fonctionnement de la cellule de crise. Est-ce que la cellule de crise est toujours d'actualité? Comment on alerte cette cellule de crise et comment effectivement elle peut se réunir et comprendre quelles sont ses différentes missions. Enfin, dernière étape, les retours d'expérience qui sont primordiaux. Le retour d'expérience, c'est une fois qu'on a eu soit la crise, soit une simulation, identifier ce qui a fonctionné, et on se félicite toujours de ce qui a fonctionné, mais aussi ce qui doit être retravaillé pour améliorer les pratiques. Donc, c'est également aussi un point qui est très important. Pour finir, dernière étape, finalement, c'est de pouvoir s'y retrouver dans ce plan bleu. Parce que là, effectivement, en 1 heure, je vous donne beaucoup d'informations, j'en suis consciente, mais bon, le plan bleu, pour ceux qui l'ont terminé ou ceux qui sont en cours, vous vous rendez compte qu'on arrive rapidement à un document, souvent d'une centaine de pages, avec les différentes annexes. Et du coup, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Est-ce que du coup, j'ai bien identifié tous les risques? Est-ce que mon document, il est à jour? Est-ce qu'il est bien accessible? Etc. Pourtant, dans tout ça, c'est un critère impératif, ce plan bleu. On l'a vu dans les premières slides. Les premiers établissements évalués, on se rend compte en plus que la moitié d'entre eux ne sont pas en totalité conformité. Donc, c'est vraiment un sujet important. Et du coup, pour s'y retrouver face à tout ça, toujours ce guide du plan bleu de 2022, en annexe 16, donc il faut aller assez loin dans la lecture du document, mais dans l'annexe 16, vous avez un outil qui va être un petit type checklist qui va finalement vous aider pour vous assurer des différentes étapes et du contenu de votre plan bleu. Est-ce qu'il est conforme par rapport aux attendus qu'on a de vous? Pour les clients qualité Val, on vous a simplifié les choses. Plutôt que d'aller effectivement sur cette annexe 16, on vous a retranscrit finalement toute cette checklist dans le module enquête de qualité Val. Donc, quand vous allez pouvoir programmer votre enquête, vous allez voir depuis maintenant plusieurs jours un nouvel encart plan bleu que vous allez du coup pouvoir réaliser pour vous assurer de cette conformité. Donc, ça va vous permettre effectivement de faire un point sur votre plan bleu. Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Et normalement, suite à ce rappel-là qu'on vous fait depuis 1 heure, le temps passe vite, le guide du plan bleu, cette annexe, vous devriez être les pros du plan bleu. J'ai terminé cette présentation. Vous voyez un petit sondage qui apparaît et on va pouvoir répondre à vos questions par rapport à ce contenu du plan bleu. Parfait, je te remercie pour cette présentation très complète, Charlotte. Effectivement, on va pouvoir passer aux questions. Donc, on a différentes questions. Alors, je vais prendre la première qui est arrivée, donc qui concernait les outils de gestion de crise. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les 5 outils que tu as présentés? Donc, pour mémoire, le DAMRI, PCA, PRA, DAREX, PSE et le DARD, pour constituer et créer son plan bleu dans la structure. Est-ce que c'est une bonne base de travail? Est-ce que c'est ça le sens de ce que tu as présenté? Alors, effectivement, ces 5 outils, au départ, ce sont vraiment des documents qui vont vous aider finalement dans l'identification de vos risques, parce que du coup, vous avez déjà des risques qui sont intégrés par rapport à ça, la défaillance énergétique, les risques de brûlure, etc. Le plan bleu, vous voyez, dans les 5 étapes, il y a finalement tout ce travail effectivement de la rédaction, de l'identification, de la priorisation. Parce que là, effectivement, vous avez 5 documents les uns à côté des autres. Comment vous allez aussi prioriser par rapport à ça, hiérarchiser les risques les plus importants que vous avez au sein de votre structure. Donc oui, ça va être des documents très utiles
Si vous les avez déjà, oui, basez-vous dessus pour vraiment rédiger votre plan bleu et ces documents qui vont arriver en annexe de votre plan bleu. Je sais très bien effectivement de tous les mettre ensemble, mais ils ne vont pas être suffisants parce que vous avez vu après au niveau du contenu, on va effectivement, par exemple, on va dire tout simplement le risque canicule n'est pas intégré dans les 5 autres documents, mais du coup, ça va grandement vous aider. Alors, en continuité directe sur cette question, donc parmi les 5 outils qui étaient proposés, on retrouvait le PCA, le plan de continuité d'activité, et donc on nous demande si, notamment pour les établissements médico-sociaux comme les EHPAD, le plan bleu se substitue à ce PCA ou est-ce que on doit avoir les 2 documents dans la structure? Alors, le PCA est une partie du plan bleu. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a revu la page contenu du plan bleu, dedans, il y a vraiment un onglet plan de continuité de l'activité. C'est-à-dire que pour chacun des risques que vous allez identifier, quel est finalement votre plan de continuité de l'activité? Donc voilà, à partir du moment où on est sur une épidémie de grippe, qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer finalement de manière dégradée et qu'est-ce qu'on va totalement pouvoir arrêter? Donc effectivement, le plan bleu va finalement contenir le plan de continuité d'activité. Donc vous n'aurez pas 2 documents ensemble, mais quand vous allez rédiger votre plan bleu, le plan de continuité va forcément y faire partie. Très bien. Je te remercie pour cette réponse. Alors, la question suivante, donc tu as rappelé effectivement qu'il fallait mettre régulièrement à jour son plan bleu et il y a encore quelques minutes qu'il fallait également faire des exercices réguliers. On nous demande si cette réactualisation du plan bleu, est-ce qu'elle est réglementaire ou est-ce que c'est juste un conseil de bonne pratique? Alors, vous l'avez directement, effectivement, dans ce guide, vous avez effectivement une réactualisation annuelle. Donc là-dessus, effectivement, c'est pas Qualitéva là qui vous le conseille. C'est vraiment voilà ce guide d'élaboration du plan bleu qui vous explique que vous devez le réactualiser de manière régulière et à minima une fois par an. C'est-à-dire que globalement, presque, on pourrait le réactualiser de manière plus régulière. Notamment, on va dire, là où ça va être le plus cohérent, c'est au niveau de la cellule de crise. Parce qu'effectivement, hélas, on a tous un peu un turnover assez important dans nos structures. Au niveau des membres de la cellule de crise, de comment on contacte cette cellule de crise, les coordonnées de la cellule de crise, il va falloir effectivement le réactualiser à partir du moment où il y a un changement des membres de cette cellule de crise. Donc, à minima une fois par an et potentiellement même plus que ça. Alors, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Tu me fais la transition directe sur la question suivante qui va concerner la composition de la cellule de crise. Alors, au niveau de la composition, là-dessus, ça va être vous, finalement, maître de cette composition de la cellule de crise. Vous avez vu, je vous ai donné au niveau de l'équipe projet des personnes, parce que là, effectivement, on a des recommandations par rapport à ça. Aucune obligation, mais des recommandations. Pour la cellule de crise, tout va dépendre finalement de votre structure. Si vous avez un médecin qui est disponible, effectivement, ça nous paraît totalement judicieux que le médecin soit présent dans la cellule de crise. Par contre, si vous avez un médecin qui est là une fois par semaine et sur le reste du temps, il ne peut pas se libérer pour une cellule de crise, mais ça veut dire que la cellule de crise ne va peut-être pas être aussi, elle ne va pas être entière. Donc là-dessus, c'est de se dire quelles sont les personnes qui vont pouvoir effectivement intervenir au sein de la cellule de crise de manière opérationnelle, de manière rapide. Et après, vous allez, lorsque vous allez faire finalement des réunions de cellules de crise, tout à fait pouvoir inviter d'autres personnes à intervenir. Et là, effectivement, si on est sur un risque épidémique, que le médecin soit présent, c'est tout à fait cohérent. Mais effectivement, s'il n'est pas là, derrière, vous vous rendez compte que dans les missions de la cellule de crise, il y a toute une personne qui ne sera pas en capacité de le faire. Donc, il faut réfléchir quelles sont les personnes qui vont être à votre cellule de crise, parce que quand vous allez élaborer les missions, il faut que derrière, ces missions, elles soient assurées. Donc, avec des personnes qui soient présentes sur site.
Sur site, très bien. Alors, une petite question. Donc, tu nous as indiqué les différentes personnes à alerter et la diffusion du plan bleu à l'extérieur de la structure. Alors, en complément, il y a une personne qui précisait, et je voudrais avoir ton retour là-dessus, une diffusion complémentaire au niveau de la préfecture et au niveau du SAMU local. Effectivement, c'est tout à fait une bonne pratique parce que justement, bah, c'est des personnes effectivement qui vont pouvoir vous accompagner, vous aider. Donc oui, là-dessus aussi, bah, si vous avez des partenaires qui interviennent au sein de vos structures, pareil, c'est tout à fait judicieux de pouvoir leur présenter, leur en fournir effectivement le plan bleu. On pense par exemple sur certains différents établissements à des kinés libéraux. Mais du coup, c'est intéressant pour eux d'avoir ce plan bleu pour effectivement savoir quoi faire en cas de situation de crise. Mais effectivement, remarque pertinente. Merci. Un bon complément d'information, c'est parfait. C'est à ça que servent les échanges des C'est questions. ça. Alors, question suivante, donc sur le contenu du plan bleu, et on va revenir sur les risques infectieux. Une personne qui demande s'il faut détailler dans le plan bleu les différents risques infectieux ou est-ce qu'on doit rester générique? Alors, au niveau de ces risques infectieux, finalement, tout va dépendre de la réponse que vous allez pouvoir apporter par rapport à ce risque infectieux. Si vous allez apporter une réponse identique, quelle que soit la situation, vous pourriez faire tout à fait quelque chose de générique. Or, là, par rapport effectivement aux différentes situations données IRA, GEA égales, on n'est pas sur effectivement une réponse identique. Donc là, oui, vous allez devoir détailler. Et du coup, intégrer finalement potentiellement vos procédures que vous avez déjà sur effectivement qu'est-ce qu'on fait en cas de gale, qu'est-ce qu'on fait en cas d'IRA, de GEA, de grippe, de Covid, etc. Parce que derrière, effectivement, au niveau du générique, ça va être un petit peu difficile après de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que l'objectif du plan bleu, c'est d'être opérationnel au plus près de la crise. Donc, si effectivement on reste très générique, derrière, on va encore se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Si vous avez fait une procédure très spécifique, au moins, il n'y a plus qu'à dérouler. C'est parfait. Alors, on va prendre les deux dernières questions parce que l'heure tourne et on va pas trop dépasser de l'horaire qui était prévu. Une petite précision sur ce que tu as indiqué dans ta conclusion, donc concernant le logiciel Qualitéval. La personne souhaiterait une précision, savoir ce qui est proposé dans le logiciel. Alors, il n'y a pas de trame du plan bleu dans Qualitéval. Vous avez en fait l'annexe donc 16 du guide d'aide à l'élaboration du plan bleu, qui est une checklist pour savoir est-ce qu'on a bien notre plan bleu conforme aux attendus. Donc, ce n'est pas une trame, mais ça vous permet d'évaluer la conformité de votre plan bleu par rapport à la réglementation. Voilà, sachant que le reste des informations est dans le guide, et comme tu l'as indiqué, c'est effectivement un document très complet avec beaucoup d'informations, avec beaucoup d'annexes, puisque là on est sur l'annexe 16, mais c'est pas la dernière. Voilà, pour vous accompagner sur l'élaboration de ce document, comme tu l'as dit, qui peut être assez conséquent en nombre de pages. Et dernière question, et après on va passer à la conclusion de ce webinaire, donc savoir s'il y a une formation qui est proposée sur le plan bleu par Qualitéval Entreprise. Donc pour cela, on vous a poussé un sondage, donc n'hésitez pas à répondre oui si vous souhaitez être contacté pour un accompagnement ou une formation sur le plan bleu. Et effectivement, je vais te laisser répondre, Charlotte. Oui, effectivement, avec Qualitéval, on peut vous accompagner dans cette élaboration du plan bleu. Parce qu'effectivement, vous avez vu, c'est un document qui demande de nombreuses étapes. Et du coup, effectivement, quand Antoine nous a présenté au départ sur la partie organisme de formation, on peut tout à fait vous accompagner dans l'élaboration de ce plan bleu. N'hésitez pas du coup à envoyer un mail à Qualitéval pour ça.
Parfait, je te remercie. Donc, en complément de ces informations, je vais vous parler d'une formation. Alors, une formation qui aura lieu à la rentrée, donc en septembre, et une session sur le mois d'octobre. Alors, on s'éloigne un petit peu du plan bleu qu'on vient de voir pendant 1 heure avec Charlotte. Donc là, ce sont des formations qui vont revenir sur 2 modules spécifiques du logiciel. Le module plainte qui a été ajouté en début d'année, donc une présentation complète et un retour sur comment gérer les plaintes et réclamations au niveau de sa structure, et également une présentation du module documents, donc qui permet de gérer les documents électroniques au sein de la structure, de les partager, diffuser entre les collaborateurs. Donc ça, c'est un module qui va évoluer très prochainement, qu'on est en train de retravailler, et on pourra vous présenter les nouveautés dans un webinaire en septembre, mais également aller de manière plus approfondie lors de cette formation. Donc, ce sont des formations en inter. Les places sont limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement possible si vous souhaitez y participer. Donc, il y aura le lundi 9 septembre, donc une matinée sur un module et l'après-midi sur l'autre module, et la même chose le vendredi 11 octobre. Donc, en complément, on vous propose également des formations en e-learning. Donc, on a ouvert la première formation en e-learning pour les personnes qui sont nouvelles, notamment sur le logiciel Qualitéval, donc la formation de prise en main et de paramétrage du logiciel. Elle peut être adaptée à la fois aux administrateurs du logiciel et également aux utilisateurs simples, voilà, qui n'ont pas forcément tous les droits sur le logiciel. Donc, ce sont des formations. Vous en avez 2 gratuites par structure, donc n'hésitez pas à solliciter nos équipes pour avoir accès à ce module de e-learning. Et nous travaillons actuellement sur un second module qui viendra compléter le précédent, donc un module qui reviendra sur le module de risque, et notamment sur les risques professionnels avec la réalisation du DUERP. Voilà, donc là encore, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Comme j'ai pu le dire dans le chat, le support sera envoyé à tous les participants, donc vous aurez toutes les informations avec les liens directement par mail. Notre prochain webinaire, donc, qui aura lieu le 3 juillet, juste avant la coupure de l'été. Et cette fois-ci, on parlera des événements indésirables, avec mettre en place une démarche de recueil et de traitement des événements indésirables en lien avec le logiciel Qualitéval. Je serai accompagné pour ce webinaire de Cynthia. Voilà, et on retrouvera Charlotte à la rentrée. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à Charlotte pour cette présentation très claire et très complète. Merci à tous pour vos nombreuses questions qui ont permis d'animer les débats. Donc, on vous souhaite un bon appétit et on vous donne rendez-vous le 3 juillet pour le prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.